Chers internautes, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver après une petite semaine d'interruption pour notre rendez-vous du hebdomadaire du vendredi Informatique News Hebdo qui propose comme chaque semaine de décrypter et analyser l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par, comme j'allais dire d'habitude, par le sujet de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de ces fameuses IA génératives, avec l'IA Bing Chat qui est enfin, je ne sais pas si le mot enfin est le bon, mais en tout cas qui est maintenant disponible, sans fil d'attente, sans rien, on peut s'en servir, tout à chacun peut l'utiliser. Alors, il était effectivement, je crois que c'était en début d'année qu'on avait annoncé ça. Il fallait s'inscrire sur une liste d'attente et puis il fallait attendre. Mais en fait, le temps d'attente était assez faible. Et donc, c'est une annonce officielle de quelque chose qui existait un peu déjà. Donc, on parle de la version GPT-4, puisque apparemment, pour les fins connaisseurs, il y a une différence. Une amélioration significative entre le 4 et le 3. Donc, c'est disponible à tous. Pour autant qu'on ait Edge, puisque c'est disponible sur Edge, et pour autant qu'on ait un compte Microsoft. Donc vous voyez que ça restreint un petit peu. Une petite limitation. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple vous utilisez OpenAI directement, de par la réglementation européenne, parce que dans OpenAI, quand vous lancez une conversation, vous gardez la mémorisation de la conversation et vous pouvez affiner, améliorer, etc. Sauf que toutes ces données, elles restent. Et donc OpenAI a donné la possibilité de décocher pour qu'il n'y ait pas cette mémorisation de la conversation. Alors que Bing, finalement, a fait un peu le chemin inverse, mémorise cette conversation. Alors, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait cette petite case pour décocher. Mais en tout cas, elle donne... Alors, qui effectivement est bien utile, parce que quand la réponse ne vous satisfait pas... On peut revenir en arrière. On peut relancer, etc. Donc, il y a ça. Il y a la possibilité, vous pouvez aussi... mais ça va quand même encore au-delà de ça. Il y a la possibilité de lancer la recherche de photos et de vidéos de graphiques. Il y a la Bing Image Creator, donc qui est basé sur DALL-E, qui lui est ouvert. Il était en anglais, maintenant on peut le faire dans je crois qu'il y a une centaine de langages qui sont supportés. Il y a la possibilité il y a Bing Designer, qui lui est pour, en gros, on va dire, les services marketing, communication. Les graphistes. Permet, tout le monde n'est pas nécessairement un graphiste averti. Donc, tout ça, d'ailleurs, ça pose des problèmes dont on parlera plus tard. Et puis, il y a aussi Bing Action qui va être inclus dans Bing Chat. Et là, pour le coup, c'est encore balbutiant, mais c'est quelque chose qui va se développer et qui peut être amené à changer, pas mal de choses. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de demander des informations sur ce mode conversationnel, mais c'est de demander de faire quelque chose. Par exemple, réserve-moi un billet d'avion au prix le moins cher possible, entre telle date et telle date. Et donc, c'est le système, a priori, qui va sélectionner et bon, après, c'est à vous de le paramétrer pour avoir les meilleures réponses. Et sachant que là maintenant, avec ce système-là, auparavant, par rapport... Je prends toujours ce cas du billet d'avion parce que c'est intéressant. C'est pratique, d'une heure à l'autre, le prix change. Donc ça veut dire que en fait, vous êtes un peu à la merci d'un algorithme dont vous ne connaissez pas le contenu. Là, vous allez être un peu à jeu égal avec les... Oui, parce que vous avez votre propre algorithme. Parce que vous allez lancer votre algorithme. Je veux le prix le moins cher. Donc quand le prix sera le moins cher pendant une période donnée, vous recevrez une alerte et vous pourrez prendre le billet. Donc ça va rétablir peut-être un peu le rapport de force entre le client et puis le fournisseur. Mais j'ai pris le cas des compagnies aériennes, mais après, c'est réserve-moi une table dans tel restaurant. Donc ça, pour le coup, c'est un nouveau champ qui va s'ouvrir et qu'on ne connaissait pas trop jusqu'à présent et qui va être amené à se développer et à apporter des modifications assez importantes dans tout un tas de domaines. Alors il y a autre sujet dont on parle aussi beaucoup, c'est le cloud et le souverain et la problématique de souveraineté. Alors
Quand on parle de souveraineté, on parle souvent ensuite bureautique, et là on se dit, zut, avec 365 et autres Google Workspace, je suis coincé. Et un acteur quand même qui commence un peu à émerger, qui s'appelle OnlyOffice, qui est open source, et qui donc se lance sur la partie, j'allais dire, collaboratif, qui pouvait éventuellement manquer à l'édifice, qui appelle ça tout simplement DocSpace. Exactement. Alors, la solution s'appelle OpenOffice. La société qui est derrière, c'est Ascensio Software, qui est une société lettonne, donc de Lettonie. Lettonne parce que ça nous étonne, mais non, c'est une société lettonne. Donc, il y avait cette solution, je dirais, l'équivalent de Office, donc une solution bureautique, pour le dire simplement. Et donc, elle ajoute une pierre, une brique à sa solution, c'est DocSpace. Donc, c'est un peu l'équivalent de SharePoint, si je peux dire, bon, pour le dire simplement, avec 3 modes possibles. Il y a un mode, alors ils appellent ça des salles, donc il y a une salle de collaboration. Donc là, ça vous permet en temps réel de travailler à plusieurs sur un même document, donc d'intervenir. Bon, je vous dis franchement, moi, travailler à plusieurs sur un même document, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais je préfère le travailler moi-même, le donner à quelqu'un. Vous préférez l'asynchrone. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Il y a ce qu'ils appellent les salles personnalisées. Donc là, vous pouvez le paramétrer en fonction de l'utilisation que vous voulez faire. Donc, par exemple, c'est uniquement pour faire de la révision. Donc, vous mettez des documents disponibles et les gens qui y ont accès pourront corriger. Et puis, il y a une troisième salle pour des besoins spécifiques, c'est pour les données sensibles. Donc là, c'est des salles privées. Et donc là, on parle pour un besoin particulier qui est lié à des données, des données sensibles. Donc, tout ça est intéressant. Ce qui est un peu... Évidemment, il n'y a pas trop le choix, mais la solution, elle est hébergée sur, je vous le donne en mille, sur AWS. Bon, donc c'est moins souverain tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que ça... Ça peut être... Enfin, c'est pas forcément uniquement ça. Ça peut peut-être se mettre en on-premise. Ça peut... Oui. Alors, il y a une solution on-premise qui sera disponible, mais c'est vrai qu'une solution souveraine sur AWS, on a l'impression... c'est un peu comme du charbon propre. Ouais, c'est un peu difficile à comprendre. Enfin bon, cette solution existe et c'est une alternative aussi par rapport à d'autres dont on a déjà parlé. Vous savez, les 3 acteurs... Oui, dont on parlera bientôt d'ailleurs. On va recevoir ces acteurs dans quelques semaines sur ce plateau. Alors, on continue sur le cloud. On parle d'OVH qui lance une offre qu'ils appellent, on appelle de stockage froid, colle d'archives. Alors, pour ceux qui sont familiers avec les offres de chez AWS, ça correspond un peu à Glacier. C'est exactement ça. Donc, Glacier chez AWS, Blob chez Microsoft. Et donc, c'est du stockage froid, ça veut dire c'est du stockage sur bande, pour le dire simplement. Donc, ils ont utilisé des technologies de bande IBM, qui reste encore un acteur très actif dans ce domaine. On pourrait penser que les bandes, ça ne sert plus à rien, mais c'est très utilisé pour des volumes de données considérables, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de mettre ça sur des disques, même des disques magnétiques. Et donc la solution opérative, si je puis dire, c'est la solution de Atempo. Et donc le tout, ça donne la possibilité à OVH Cloud d'enrichir son offre d'opérateurs de services cloud. Donc, c'est vrai que offrir un service bande, c'est quelque chose d'assez essentiel. Essentiel, comme vous dites. Et c'est disponible sur 4 régions d'OVH Cloud. Donc, c'est une solution qui est distribuée. Donc, je dirais que OVH continue sa marche vers un opérateur cloud complet, complet et principalement sur, même s'ils sont présents aux États-Unis, principalement sur le continent européen. Mais bon, pour le coup, c'est déjà pas mal. Ce qui nous intéresse. On est d'accord. Alors, Guy, autre sujet qui fait souvent la une de nos magazines et de nos journaux, c'est le marché de l'emploi, avec une étude assez intéressante sur l'atterrissage difficile pour les startups qui sont sur cette thématique-là à la peine. Alors, c'est une étude de Numéum, donc le syndicat des ESN, des études logiciels français. Et donc c'est la filière French Tech qui
comme à l'instar de tous les éditeurs de logiciels, hein, on a connu des vagues de licenciements. Bon, elle n'y échappe pas. Et la première fois, alors il y a à la fois les recrutements qui sont en baisse et les licenciements qui sont en hausse. Donc vous voyez qu'il y a un effet de ciseau qui accélère. Et dans des proportions assez importantes, sachant que, je dirais, autant les grands éditeurs de logiciels, c'est quand même des grosses machines, il y a une certaine inertie, donc on licencie, mais c'est pas... Là c'est, pour le coup, c'est à la fois plus abrupt et de manière plus importante, plus significative. Et donc, pour la première fois, en avril, il y a eu une perte nette de près de 4000 emplois qui ont été supprimés. C'est-à-dire, si on emploie... Les entrées et les sorties, on va dire. Donc 4000 sur une filière qui est évaluée à 270 000 emplois, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, bon, après, on attendra les mois qui viennent, parce qu'au moins le mois, ça peut changer. Ça peut changer. Mais en tout cas, c'est le premier mois pour lequel il y a eu cette perte nette. Donc, c'est quelque chose de significatif. Alors, tous les secteurs, parce que vous savez, le French Tech, après, oui, c'est un peu... Health Tech, Fine Tech, enfin, tout ça. Donc, ils sont tous un peu touchés. Je crois que c'est un peu large. La FinTech et la Health Tech, donc, domaine de la santé, sont touchés particulièrement, mais tous le sont un peu également, quoi. Bon, pour une tendance à observer d'un peu plus près, Guy, pour savoir si ça se perdure ou c'était finalement qu'un accident. Autre sujet, là pour le coup, on est sur d'autres dimensions, hein, c'est Intel qui a annoncé ses résultats, et là pour le coup, c'est j'ose pas dire un séisme, mais en tout cas, c'est quand même une nouvelle importante, puisque c'est la plus grosse perte trimestrielle d'Intel. Exactement. Donc déjà, on avait été alerté par les résultats financiers de 2022 qui montraient un chiffre d'affaires en baisse de 20%. Donc là, vous voyez, on disait précédemment, on est sur des grosses machines, donc ça lisse un peu, mais là, 20%, c'est quand même important. Et alors, je ne vous parle pas des bénéfices, mais bon, qui reste quand même à un niveau très très élevé, mais c'est des bénéfices en recul de 60%. Mais bon, on est passé de 20 milliards à 8 milliards. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'entreprises en France qui aimeraient sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 60 milliards de dollars. Donc vous voyez que ça reste quand même très très bien. On arrive au premier trimestre 2023, et donc là, pour la première fois de son histoire... Là, pour le coup, on parle de pertes. Hein. On parle de pertes. Et de pertes de près de 3 milliards de dollars. Donc, oui, sur près de 12 milliards de chiffre d'affaires, donc ça fait quand même... Oui, c'est important quand même. Là c'est très important. Alors c'est assez étonnant, parce que quand vous lisez la communication d'Intel, il parle de résultats solides. D'accord. Donc c'est quand même un peu étonnant. Alors, tout ça s'inscrit dans Intel. On en a parlé quand même pas mal ces derniers mois pour parler des difficultés d'Intel, hein, dans tout un tas de domaines. Et d'ailleurs, ces résultats trimestriels montrent que ça se décline sur tous les domaines. De produits. Les PC, les data centers, le réseau, le mobile, n'en parlons pas. Et puis, Intel s'est aussi lancé dans une activité de fonderie. Il travaillait pour des comptes de tiers. C'est encore une activité qui est naissante et qui décolle, mais qui ne va pas remplacer puis en plus, c'est quand même... C'est pas les mêmes marges. Hein. Et Intel aussi s'inscrit dans une stratégie un peu nouvelle, dans la mesure où Paul Gelsinger est arrivé aux manettes il n'y a pas très longtemps. Et il a lancé des investissements majeurs. Parce une usine... alors, dans le cadre de la rapatriement des investissements aux États-Unis, donc c'est une grosse usine de fabrication dans l'Ohio de 20 milliards de dollars. Oui. En Europe, c'est aussi, on aurait aimé que ce soit en France, mais c'est en Allemagne, à peu près 20 milliards de dollars. Donc je dirais que là, on est sans doute un peu dans une période creuse pour Intel, avec une stratégie quand même très volontariste de la part de Paul Gelsinger, qui connaît bien l'entreprise, puisqu'il y travaillait avant d'aller chez VMware depuis plus de 30 ans. Donc c'est sûr que c'est un gros une phase difficile, mais... phase difficile, mais on peut penser que dans les mois peut-être pas, mais dans les années. On sait qu'on est dans des temps de réaction. Qui sont assez longs. Une grosse unité de fabrication, c'est des milliards d'investissements. Et puis plusieurs années de mise en place.
Et c'est vrai qu'on le sait, Intel avait du retard par rapport à son concurrent taïwanais TMSC sur la gravure. Pas de caisse lunaire visiblement investie pour essayer de rattraper ce retard, donc ça a un coût. Et ça se joue. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais en tout cas, la volonté est là. Et là, bon, écoutez, pour le coup, sans jeu de mots, c'est encore un sujet qu'on suivra de près. Enfin, Guy, on arrive au dossier de la semaine. Après avoir suivi le SIGGRAPH qui avait interrogé ses adhérents sur leur stratégie cloud, on a cette fois-ci Numéum, qui, on le rappelle, on a parlé il y a quelques minutes, et le syndicat ou l'organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des éditeurs et ESN sur le marché français. C'est un peu la fusion du Syntect et des éditeurs de logiciels. Et donc une étude un questionnaire sur comment aujourd'hui les adhérents de Numéum se positionnent par rapport au cloud, par rapport à la souveraineté, un certain nombre de sujets qui font notre actualité d'ailleurs. On en parle parce que c'est Numéum et donc c'est un acteur, je dirais, important de l'activité. Je dirais qu'il n'y a pas de révélation fracassante dans cette étude et effectivement, je voudrais rebondir sur, vous le disiez vous-même, le SIGGRAPH avait publié son étude, on en a parlé il y a 15 jours. La différence, c'est que le SIGGRAPH interroge les DSI, Numéum interroge des fournisseurs. Donc, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Et dans les conclusions du SIGGRAPH, il y avait deux éléments. Il y avait un changement un peu déstabilisant le passage du CAPEX à l'OPEX. Et puis, le deuxième point qui nous concerne là, c'est qu'ils mettaient en doute, pour le dire simplement, les capacités des ESN à les accompagner dans la migration du cloud, puisque c'est du sujet dont on parle. Pour plusieurs raisons, dont une en particulier, c'est la rotation importante de personnel dans les ESN, le turnover dans les ESN. Il y avait ça, et puis, je ne sais pas si vous avez côtoyé de près le monde des SS2I, puisque on parlait des SS2I. Il n'y a pas très longtemps encore. Dans la réponse aux appels d'offres, souvent, on calibre en disant on va mettre un chef de projet, et puis 2 ou 3. Et puis, en fait, on vend plus que ce qu'on va mettre derrière. On vend des compétences plus élevées que ce qu'on n'a pas forcément d'ailleurs en stock. Donc, ça, évidemment, ça pose problème, parce que quand on migre vers le cloud, c'est quand même faut délivrer. Une évolution importante. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette grande enquête ? Je dirais que le point essentiel qui surprendra personne, c'est que, comme vous le disiez, il y a deux grandes catégories, les ESN, les éditeurs de logiciels, et le cloud, pour ces deux-là, est un point, je dirais, qui les concerne de manière, je dirais, directe. C'est pas ça qui va nous surprendre. Chez les ESN, à 75%, chez les éditeurs de logiciels, donc en gros comme fournisseurs de solutions SaaS, à 85%. Donc je dirais que le cloud est absolument omniprésent. Un deuxième, alors après, parce que c'est un thème sur le cloud de confiance et les données sensibles et le cloud souverain, c'est que en gros, ils sont et ça, c'est un peu surprenant. Dans seulement un cas sur deux d'appel d'offres, il y a une demande express de cloud de confiance ou cloud souverain. Donc, malgré tout, vous pouvez dire... Oui, c'est quand même vous pouvez en moitié plein. Oui. Mais c'est 1 sur 2. Et de manière plus importante, évidemment, quand on parle du domaine de la santé, par exemple, ou du secteur public. Et là, on monte à 60%. Donc, ça surprendra personne. Je dirais que une demande qui est faite, c'est que pour les données sensibles, parce que c'est un élément important, les adhérents, les membres du Numéum aimeraient qu'il y ait une réglementation qui impose un certain nombre de choses pour le traitement de ces données sensibles, sachant que alors après il y a la solution cloud de confiance, mais il y en a une autre aussi qui est plus simple, c'est le cloud privé. Donc ça, pour le coup, on peut mettre chez soi des technologies cloud, mais ça reste dans son propre data center. Donc c'est un moyen de... Et puis il y a une dernière, je dirais, demande un peu générale qu'on pourrait qualifier de vœu pieux, c'est que les membres du MEOM aimeraient bien qu'il y ait une filière numérique française ou européenne. Ça, je pense qu'on ne peut qu'adhérer à cette demande, mais bon. Après, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre. Et c'est pas forcément facile. On en arrive au sujet, à l'événement des semaines à venir, et évidemment, c'est Vivatech,
qui s'impose un peu comme on allait dire le Davos de la tech un peu. C'est un peu le. Oui, alors j'hésite entre le CES et Davos de la tech. Oui, c'est vrai. Ou un peu les deux. Oui, c'est vrai que c'est plus ouvert que le Davos. Oui, donc Viva Technology, je ne sais plus quelle édition, mais enfin ça fait 6-7 ans que ça existe. Vous vous souvenez, ça avait été lancé par les Échos Publicis. Ça aura lieu, donc on a un peu le temps, parce que c'est du 14 au 17 juin à la porte de Versailles. Et donc là, il y a un pour tout, mais pourquoi on dit Davos, c'est parce que je dirais qu'il y a quand même des intervenants d'un niveau, de renommée, on va dire, mondiale. Et alors, les uns dans le secteur vraiment de la tech, c'est Werner Vogel, par exemple, qui est le grand communicant d'AWS, c'est le CTO au niveau européen, je crois. Et vous avez des gens comme Bernard Arnault, donc oui, on est dans un autre domaine. Vous avez Tony Estanguet et puis Amélie Oudéa Castéra, donc c'est ministre des Sports. Bon. Donc là, évidemment, les JO seront en 2024 à Paris. Il y a quand même, c'est aussi une vitrine technologique, bien sûr. Il y a ça. Vous avez Bob Melcalfe, donc oui, un des fondateurs d'Internet, on peut dire. Oui, exactement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des intervenants. Bon, et puis après, il y a des gens un peu plus, classiques entre guillemets, mais Christelle Edelman d'Orange. Donc, bon, ça fait quand même beaucoup de gens qui vont intervenir. Donc, je dirais qu'il y a un peu de tout. Après, il faut choisir en fonction des interventions des uns et des autres. Très bien. Et alors, Guy, on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors, vous avez choisi un sujet qui va peut-être surprendre nos spectateurs. Hein. C'est la grève des scénaristes d'Hollywood, les nouveaux canuts de l'entertainment, on va dire. Hein. Oui. Puisque alors, pourquoi ce sujet? Parce que dans cette grève, c'est pas uniquement un problème de rémunération. Enfin, il y a peut-être ce sujet-là, mais il y a aussi le sujet de ces fameuses IA génératives dont on rebat les oreilles à nos spectateurs, et qui là, pour le coup, inquiètent, comment dirais-je, les scénaristes qui se disent à un moment donné, est-ce que une partie de mon job va être remplacée par les IA génératives? Exactement. C'est le syndicat donc des scénaristes d'Hollywood. Ça représente 12 000 personnes, donc c'est pas négligeable. 3 personnes dans un bureau. Et qui donc a fait grève. Faire grève aux États-Unis, c'est quand même moins fréquent que dans d'autres pays, comme en France par exemple. Bon, il y en a déjà eu par le passé, mais là, effectivement, comme vous le disiez, le sujet, c'est l'inquiétude par rapport à ce qui arrive, donc à cette nouvelle vague technologique. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse. Irvin Krishna, le CEO d'IBM, a annoncé qu'ils allaient licencier 30% des emplois dans le domaine du back-office. Ça représente 8 000 personnes. Oui. Vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Je referme ma parenthèse. Donc, je reviens sur la guilde donc c'est le WA, Writer Guild Association. Donc, et donc, vous avez utilisé le mot canut, donc les fameux, la révolte des canuts de Lyon. Hein, on est dans les années 1830-1848. Et en fait, et se posait à l'époque le problème des métiers à tisser qui allaient remplacer leur travail à la main. Leur force de travail. Et là, c'est exactement le même sujet, sauf qu'on parle d'écriture de scénario et pas de métier à tisser. Et alors, ça va en gros, il faut interdire l'utilisation de ces techniques-là parce que l'art ne peut être créé par une machine, il doit être nécessairement créé par un humain. Donc ça, c'est les positions. L'art, une partie des scénarios. Il y a l'autre versant, c'est on l'utilise, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il est vrai que si on entraîne un logiciel, un algorithme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une solution d'IA, vous l'entraînez vous mettez 1000 scénarios et puis d'en générer d'autres. Écris-moi un scénario qui traite ça et ça, qui soit drôle, qui donne un certain nombre de caractéristiques. Il est tout à fait possible que ça marche. Donc ça, c'est quelque chose qui les inquiète. Et en fait, comme les canuts de Lyon, j'ai relu un peu l'histoire des canuts de Lyon. Finalement, contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas contre l'usage de la machine. Ils étaient contre le fait que
je dirais, leurs employeurs réduisent en permanence, en fonction des prix du marché, réduisent en permanence leur salaire. Et là, c'est un peu la même chose. Ils veulent que leurs employeurs, parce qu'en plus, je dirais, avec le phénomène Netflix, les séries ont quand même changé. Oui, il y a eu une explosion. Ce qui fait que c'est devenu, je dirais, avant on était sur au cas par cas. Maintenant, les séries, c'est un peu de l'industrialisation de contenu. Surtout aux États-Unis. Ça a changé un peu ouais. le rapport de force. Et donc, là pareil, le salaire a sans doute été revu à la baisse, écrire pour une série ou écrire pour un film. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est une garantie de leur salaire, plus que le fait d'interdire ou pas l'utilisation de ces nouvelles technologies. Sachant qu'à terme, ce sera une discussion entre les deux qui sera à répliquer dans plein de domaines. C'est-à-dire, en gros, quelle réglementation on va mettre, quelle limite à quoi on utilise l'IA. Donc là c'est tout un champ pareil de choses qui va s'ouvrir et dont on ne va pas finir d'en parler demain. Bon, écoutez, là pour le coup, suite au prochain épisode, et pas tout de suite forcément. Merci Guy en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite évidemment un très beau week-end, une très belle semaine. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Maintenant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.